C'est ce que je disais au président Jean-Paul Oro hier. Je lui disais, président Jean-Paul Oro, le lundi, je dis, si vous voulez, vous pouvez vous rallier au 4e mandat. Celui qui veut se rallier au 4e mandat, rallie-toi. Mais celui qui ne veut pas aussi, là, d'accord, laisse-le. Laisse-le. Le plus important, si vous voulez discuter, toi, tu vas exposer tes arguments. Pourquoi j'ai rallié le 4e mandat? L'autre va dire pourquoi je n'ai pas rallié. Mais tu ne peux pas contraindre ton ami à faire un choix. Ça, c'est impossible. La démocratie, c'est de laisser chacun choisir son chemin. Maintenant, on peut échanger sur la base des arguments, d'accord? Sur la base des arguments et dire, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait, vice-versa. C'est tout. Mais est-ce qu'on vous laisse le choix? La pauvre petite, elle donne son point de vue local. Je ne te condamne pas. Hein. Ce que tu dis, c'est quelque chose qui est monnaie courante en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi essayer d'en Ramba? Pourquoi essayer d'en Ramba? Écoutons-la. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, quand on met une personne au pouvoir, elle est censée diriger pour le peuple, selon les désirs du peuple. Mais c'est pas ce qui se passe et on le voit, on le distingue. D'accord. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a une véritable démocratie. Mais le seul point que je... S'il vous plaît, c'est quoi votre nom? Paul Epaphras Silué. Vous êtes quelle ethnie? C'est nouveau. Ok, mais le seul point que je voudrais... Le jeune Paul Epaphras Silué, il dit, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une démocratie. Mais il va ajouter un bémol. Et dans les commentaires, les gens ont dit pourquoi le présentateur a demandé le nom et l'ethnie du monsieur. Paul Epaphras Silué, il pouvait dire, monsieur, je ne réponds pas, ce n'est pas nécessaire, c'est son droit. L'autre n'allait pas insister. Mais Paul Epaphras Silué, c'est son nom, il est fier, il a raison. Et on lui a demandé c'est quoi son ethnie. Il a dit il est sénoufo. Donc les gens ont dit non, le présentateur est manipulateur. Pourquoi il n'a pas demandé aux filles? Mais vous savez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a quelque chose qui est compliqué. Demander l'ethnie de quelqu'un, ou même parler de l'ethnie de quelqu'un, c'est tendu. Et ça même, ce n'est pas normal dans une démocratie. Moi, tu vas même me demander à moi, Nsa Atoumla, je suis quoi? Je te dis, je suis Baoulé. Ma mère est gourou. Où est le problème? Il y a les gourous qui sont RDN. Epiphane Zorobi Balo, il n'est pas RDN. Il y a des Baoulés aujourd'hui qui sont RHDP. Amené Kouakoula, il n'est pas RHDP. Mais on fait des... Vous voyez, tous les ingrédients ne respectent même pas ce qu'on appelle la démocratie. Mais on va l'écouter et pas Silué, c'est intéressant. Je voudrais relever, c'est qu'on devrait avoir un peu plus de transparence au niveau de nos institutions. Voilà, au niveau de la CEI, des tribunaux et tout ça. Voici Paul Epaphras Silué qui dit on est en démocratie. Mais il dit mais on doit avoir plus de transparence au sein de nos institutions. Et qu'est-ce qu'il cite comme première institution? La commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante. Celle-là même qui est censée superviser nos élections, dont mon ami Jonathan Thiam parlait des 34 députés et de la participation législative. L'enfant, la Paul Epaphras Silué, c'est nouveau. Il dit, la Côte d'Ivoire est démocratique pour lui, mais il faut plus de transparence. Mais s'il dit qu'il faut plus de transparence, c'est parce qu'il y a des doutes. C'est parce que c'est louche. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il y a des doutes, c'est parce que c'est louche que le jeune Paul Epaphras Silué, d'accord, fait ce reproche. On va aller plus loin. Parce que, bon, je suis nouveau, mais on constate qu'il y a assez d'inégalités au niveau des partis politiques. C'est mon avis. Voilà, je suis un peu tout ce qui se passe. Et on remarque, on constate que le plus souvent, c'est très souvent des personnes de l'opposition qui sont arrêtées ou qui ont des problèmes avec la justice. Vous entendez? Le petit revient et dit je suis ce nouveau. Il est fier d'être ce nouveau. Mais il dit je constate, c'est un enfant, hein, les enfants qui vont à l'école. Il dit je constate qu'en Côte d'Ivoire, ceux qu'on met le plus souvent en prison là, ce sont les opposants. Il dit ce sont les opposants. Mais ceux qui sont du parti au pouvoir là, même quand ils disent des choses, on les arrête pas, que je trouve ça bizarre. Et vous qui êtes les grands frères, vous qui êtes les doyens, vous venez vous asseoir devant vos caméras et puis vous faites des vidéos, souvent même pour faire la part belle à ceux qui gouvernent. Voici les enfants en Côte d'Ivoire. On ne les montre pas souvent dans les médias. Ces enfants, l'avenir de la Côte d'Ivoire, ils disent que c'est un groupe. Ils disent que c'est un groupe de gens là. Hein? On les met souvent en prison.
Qu'il soit PPACIO, PDCIO, qu'il critique, qu'il soit Jean-François Kouassio, on les met en prison. Mais ceux qui sont au pouvoir là, ils peuvent dire des choses et puis eux ils sont là. C'est un enfant qui dit ça, il y a une injustice. Et il précise, je suis Sénoufo. Pourquoi il dit je suis Sénoufo? Parce que les Sénoufos sont dans le septentrion de la Côte d'Ivoire, dans la zone du Nord. C'est pour ça qu'il précise, sinon il s'en fout. Tu n'es pas obligé de dire tu as Bé, tu n'es pas obligé de dire tu as Ladjan, tu n'es pas obligé de dire tu as Koumen. Mais s'il dit ça, bah il dit moi en tant que Sénoufo, moi-même étant du Nord, voici ce que je pense. Parce qu'il y a un malaise. Écoutons. Et puis les personnes qui sont membres du parti au pouvoir n'ont pas très souvent justement des problèmes avec la justice. Donc moi c'est le seul problème que je trouve avec la gouvernance actuelle. Alors récemment, on a aussi remarqué, on a tous été témoins de cette actualité, l'affaire Jean-François Kouassi, qui s'est plaint, qui est aujourd'hui déféré. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que là aussi c'est un cas de démocratie. Est-ce qu'il y a un problème avec Jean-François Kouassi ou c'est plutôt avec la démocratie en elle-même, le comportement de l'État? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, au niveau de l'affaire Jean-François Kouassi, moi je pense peut-être que sa manière n'était pas adéquate. Voilà, parce que quand tu dis qu'une ministre a fait quelque chose, il faut au moins que tu aies les preuves de ce que tu avances. On se lève pas comme ça pour dire, ah voilà, même si on veut bien faire en dénonçant, mais on dénonce aussi avec les preuves. Donc pour moi, la manière de faire de Jean-François Kouassi n'était pas la plus bonne des manières. Mais la manière aussi dont on l'a attrapé là, c'était pas une bonne manière aussi. Voilà, donc... D'accord. Concernant Jean-François Kouassi, moi je trouve que la cause qu'il défend est noble, mais il a comment dire, il a mal procédé. Voilà, en Côte d'Ivoire on a des institutions dont je parlais tout de suite, on a le Conseil d'État et autres, qui sont des organes, des institutions qui sont mises en place pour pouvoir régler justement ce genre de situation-là. Alors, on dit Jean-François Kouassi. Les jeunes disent que Jean-François Kouassi, peut-être il avait raison, mais il a mal procédé, il faut passer par le Conseil d'État. Les enfants, c'est bien. Vous apprenez ce qu'on n'a pas à l'école. Mais en Côte d'Ivoire, là, je vous dis la vérité. En Côte d'Ivoire, là, on ne connaît pas le Conseil d'État. Sinon, ce que vous dites là, c'est la théorie. En Côte d'Ivoire, là, on a des opposants ici qui ont toujours accusé des gens de voler des milliards. Et puis, on ne les arrête pas. J'ai parlé de l'affaire Guikaye, où on a accusé Bédié 18 milliards. Vous vous en souvenez? Est-ce qu'ils avaient les preuves? Parce que Guikaye a été jugé en 2005. Le dossier a été classé sans suite. Sous Laurent Gbagbo, il y a eu un procès sous cette affaire. Mais pourtant, de 99 jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont convaincus. Oh, il y a eu un procès. Et... Alors, un instant. Un instant. Un instant. C'est là, j'espère que tu fais tes devoirs. Alors, et on a eu aussi pour l'affaire Désiré Tagro, excusez-moi. On a eu pour l'affaire Désiré Tagro. Il y a eu un procès. Non. Mais des gens ont demandé la démission. Et ils n'ont pas été arrêtés. Bon, c'est Jean-François Kouassi. On m'a dit quoi? Mais les enfants, vous avez raison. Conseil d'État, tout ça. Mais sinon, ça existe. Dans beaucoup de pays. C'était quand même un peu fort. Mais vous avez raison. C'est de la théorie. Voilà. Donc s'il avait constaté réellement des problèmes avec l'administration, il devait plutôt s'adresser, suivre la procédure normale pour pouvoir saisir les juridictions et tout ça. Ils n'ont pas venu protester comme ça devant tout le monde avec une pancarte. Ils donnaient en fait des propos, ils tenaient des propos, mais on n'avait pas véritablement de preuves que cela s'est déroulé. Donc moi je pense que d'un point de vue juridique, c'est normal ce qui lui arrive. Bonsoir messieurs. Monsieur, bonsoir. Alors, aujourd'hui, il y a une problématique, une question qui est au centre du débat en Côte d'Ivoire. C'est celle de savoir quel est le regard que les citoyens ivoiriens portent sur la démocratie dans leur pays. Alors, si on pose la question de savoir comment est-ce que vous voyez la démocratie en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme élément de réponse? Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Ah, ça là. Franchement, moi je ne pense pas qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que on n'est pas libre de parler, de s'exprimer actuellement.
Donc c'est ce que je pourrais dire. Vous sentez qu'il n'y a pas la liberté de s'exprimer? Il n'y a pas la liberté d'expression. Est-ce que vous avez un cas qui vous a marqué, qui vous a fait vraiment croire ce truc-là, qu'il n'y a pas la liberté d'expression? Bon, il y a plusieurs cas. Hein. Voilà. Il y a plusieurs cas quand je regarde pendant la crise, post-électorale, et puis bon, il y a plusieurs, en tout cas, il y a plusieurs cas. Il n'y a pas de liberté. Alors, vous voyez, vous constatez, d'accord, après les jeunes étudiants, c'est un jeune, main dans les poches, qui a l'air dépité. Il dit, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Et la liberté d'expression, vous ne la trouvez pas seulement que sur les vidéos que vous voyez là, hein, même sur les panels. À partir du moment où vous avez un langage qui est assez, d'accord, cru et dur contre le gouvernement, mais c'est les militants du gouvernement qui vous disent naturellement que vous n'allez pas voir vos parents. Ils vous disent de venir même en Côte d'Ivoire si vous êtes garçon. C'est des menaces. Tous ces éléments-là font partie du cocktail Molotov, d'accord, de la liberté d'expression. Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que les mêmes militants sont devenus un peu les tontons Macoun. Vous savez, sous la dictature du Duvalier à Haïti, d'accord, il y avait des militants de Duvalier qui formaient des milices qu'on appelait les tontons Macoutes. J'ai dit Macoun, j'ai fait allusion à Jean de Macoun du Cameroun, mais les tontons Macoutes qui eux-mêmes substituaient, d'accord, la police. Un instant, s'il vous plaît, parce que vous savez avec... un instant. Un instant, je reviens. Alors, désolé hein, si j'ai mis un petit peu de temps, fallait que je calme un petit peu les ardeurs. Donc, effectivement, il y a cette substitution-là à la chose même publique. C'est-à-dire des militants, ils se disent même, d'accord, représenter la force publique, la force parapublique et deviennent des policiers, d'accord, pour le gouvernement. Et donc, naturellement, si vous savez que vous avez un discours qui ne caresse pas dans le sens du poil le gouvernement, il est naturel que vous savez que vous êtes dans une situation d'inconfort. Vous êtes dans une situation de risque. Et c'est pour cela, certaines personnes évoquent le cas de la liberté d'expression qui n'est pas respecté sous Ouattara. Je vais vous demander de tapoter. Je n'aime pas trop demander cela, mais j'ai été, entre guillemets, vous savez ce que je vais dire, signaler. Donc, partagez et tapotez, s'il vous plaît. Si vous pouvez mentionner Good Life, ça va nous permettre de pouvoir regarder. Je suis en train de chuter, là. Alors, donc on va continuer. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a une solution? Il y a quelque chose qu'on peut faire pour calmer le jeu là maintenant? Oh, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Voilà, de mettre tout le monde au même niveau. Que chacun est libre de s'exprimer, de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà. Et puis, on met tout ensemble, on arrive à s'entendre. C'est vivre ensemble en fait. Voilà. Quel est l'état de la démocratie selon vous? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que la démocratie va bien ou ça ne va pas du tout? Il y a quelques problèmes à régler. D'accord. Ok, merci bien. Ce qui concerne la démocratie en Côte d'Ivoire, il faut dire que la démocratie d'abord c'est un processus. C'est un ensemble d'éléments qui constituent la démocratie.
Et donc, on constitue la démocratie dans son contexte. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la démocratie en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle a la même démocratie aux États-Unis? Est-ce qu'elle a la même démocratie au Bénin et autres? Donc, il y a le contexte qui est là. Bon, alors, le monsieur, vous voyez clairement que le monsieur balbutie. Il n'y a pas de démocratie ivoirienne, il n'y a pas de démocratie américaine, il n'y a pas de démocratie française, il n'y a pas de démocratie cubaine. Bref, la démocratie ne varie pas selon la nationalité. Donc, ce monsieur essaie de chercher ses mots. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose que je me pose comme question qui est assez fondamentale. C'est-à-dire que, ici, on nous dit en longueur de journée que il y a des pays de putschistes qui ne respectent pas la démocratie. Mais quand vous voyez des Ivoiriens qui sont dans la rue et qui trouvent des notions qui disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas en démocratie, ils sont à Abidjan, hein, ils disent qu'ils ne sont pas en démocratie. Bon, on est dans quel type de régime? Dans quel type de... Si on n'est pas en démocratie, puisque les chantres, tout le temps nous disent dans les pays de l'AES, eux c'est des putschistes, d'accord? Nous on veut la démocratie. Maintenant, si les Ivoiriens même qui sont dans Abidjan, parce que ce n'est pas des gens qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont à Abidjan, là, ils disent qu'on n'est pas dans la démocratie. Le tonton là même, là, il cherche ses mots. Il parle de démocratie des États-Unis, démocratie des France. Quand on est sur les plateaux de télé, quand on écoute des gens qui parlent sur les plateaux de télé, on nous dit que la démocratie, là, elle est universelle. Donc, de quelle démocratie parlez-nous? De quelle démocratie parlez-vous, pardon? Dans ce cas-là, de quelle démocratie parlez-vous? C'est la question qu'il faut se poser. De quel type de démocratie vous voulez nous parler? Il y a une démocratie qu'on a inventée en Côte d'Ivoire, que nous, certainement, on n'a pas eu encore vent de cette démocratie-là. Parce que cette interview-là se passe en Côte d'Ivoire. Ça ne se passe pas dans la diaspora, là où on dit les gens de la diaspora nous emmerdent tout le temps. Là. Ça se passe en Côte d'Ivoire. On continue. Là, qui prennent en compte. Voilà. Il faut dire que pour faire l'état des lieux de la démocratie, elle est bonne dans la mesure où déjà on arrive quand même à avoir certains éléments. Et elle est aussi mauvaise dans la mesure où il y a certains éléments aussi qu'il faut améliorer. Voilà, quand je prends le cas de la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce mot-là revient à chaque fois. La liberté d'expression. Si vous remarquez, le gars il a parlé jusqu'à... Il est venu, c'est que j'ai dit la liberté d'expression. Et c'est ce qui réjaillit souvent, la liberté d'expression. Mais si un pays où on n'arrive pas à parler, parce que même politiquement, pour convaincre ton auditoire, pour convaincre tes militants, c'est pas tout le monde qui a la notion de lire un programme, tout un programme. Souvent là, tu viens sur le terrain et tu donnes tes idées, tu parles. Donc on est bâillonné. C'est en Côte d'Ivoire le micro-trottoir là, on est bâillonné. Les enfants à l'école vous disent qu'on est bâillonné. Des jeunes disent qu'on est bâillonné. Le monsieur même qui est en philosophie là, il dit on est bâillonné. Si 3, 4, 5 personnes vous disent qu'on est bâillonné, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mots qui sortent de notre bouche sont devenus un revolver qu'on n'utilise pas contre nos ennemis. Mais la parole est devenue un revolver contre nous. On risque de se faire harakiri. Parce qu'on veut exprimer nos idées. Le cerveau ne parle pas. C'est ton cerveau qui te fait réfléchir et puis la parole sort de la bouche. On est bâillonné. Et certains Ivoiriens, eux, leurs idées ne les bâillonnent pas. Qui sont-ils? C'est la question qu'il faut poser. Pourquoi il y a des Ivoiriens là, eux quand ils parlent, ils ne sont pas susceptibles d'être enfermés. Et d'autres quand ils parlent, le pôle pénitentiaire d'Abidjan est à proximité d'eux. Ou s'ils sont à l'étranger, ils ont pour malheur de ne point fouler la terre de leurs ancêtres. C'est ça la question. Il y a d'autres là, eux ils réfléchissent et puis ils parlent. Et puis ils sont en liberté. Et puis à certains là, quand ils parlent, il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est quoi la différence entre les deux discours? Il y a un discours qui va toujours voir le côté positif, le développement du gouvernement, encenser, justifier le 4e mandat, faire tout ce qui va du côté du gouvernement. Et ceux qui parlent d'une façon différente, automatiquement, il y a une épée de Damoclès sur leur tête. Hein? Donc, il y a une préférence à la parole en Côte d'Ivoire. Comme d'autres disent dans les églises, ta parole t'a sauvé. Donc, la parole, selon le poids
et selon l'odeur du RHDP peut te sauver. Si c'est ça là, ils n'ont qu'à mettre caisse d'épée sur ma tête. Si c'est ça là, je ne vais pas voir mon pays. Mais ce qui sort de ma tête, le fruit de mon intelligence, le fruit de ma pensée, ce qui me fait penser au moment où je suis criblé de dettes, au moment où ça ne va pas, le fruit de ma pensée, et puis je sors de ma bouche, tu me dit, parce que tu as sorti ça, tu vas te retrouver quelque part. Je suis désolé, c'est que je ne suis plus un humain. Je vais être un robot, je vais penser selon le RHDP. Et on revient au point initial, quand je disais aux jeunes Ivoiriens, ne soyez pas des défaitistes, ne soyez pas dans la résignation. Voici ce qu'on veut faire de vous, des robots. Et quand Benito parlait des émotions, l'émotion, ça veut dire que je suis humain. Il y a du sang qui coule dans les veines. Ça ne veut pas dire que je suis un émotif, j'ai réagi, à tout va. Non, parce que par tes émotions, tu peux te rendre compte que, Joe, à un moment, ça ne va pas. Je ne vais pas être comme un robot. À un moment, là, je suis obligé de parler. J'ai, voilà, les émotions. Si tu dis que tu as la raison, tu es froid, tu es rationnel, mais tu vas te faire attraper quelque soit par tes émotions. Parce que ce que tu penses qui arrive aux uns peut arriver aux autres et à ta famille. Un gars pour rien vient prendre ta maman. Ou bien ton père perd son travail. Mon ami, même si ton cœur est dur, tu es rationnel, là, à un moment là, tu vas agir à cause du tort qu'ils ont fait à tes enfants ou ils ont fait à tes parents. Donc, il faut faire attention. Et le malheur n'arrive pas seulement qu'aux autres. Le malheur aussi peut arriver. Tu vois une vipère, cette vipère mord, et tu vois cette vipère de loin. Si tu ne fais pas attention, et tu ignores cette vipère, elle risque de devenir un anaconda qui va potentiellement t'avaler toi et tes enfants. C'est pour cela qu'il ne faut pas être dans la résignation. Et je félicite ces gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont bravé et qui ont exprimé ce qu'il y a dans leur cœur. On va terminer cet élément-là. Les opinions sont vraiment de plusieurs niveaux, mais il faut quand même améliorer dans certains niveaux. Voilà, et ça, il faut tenir compte de certains aspects. L'aspect des réseaux sociaux, qu'il faut quand même tenir compte, parce que la liberté dans le passé n'est plus la même aujourd'hui. Avec l'avenir des réseaux sociaux, on concentre beaucoup plus de dérapage. Voilà, donc c'est ces aspects-là qu'il faut beaucoup plus prendre en compte. Voilà, sinon la liberté elle-même, elle est améliorée, mais il faut tenir compte aussi des nouvelles technologies ou tout ça. Voilà, tous les réseaux sociaux. Le tonton dit, la liberté d'expression est améliorée, mais il faut s'occuper des réseaux sociaux. Moi, je vous dis quelque chose, j'ai choqué. On nous a toujours dit, la politique est sur le terrain. Imaginez, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et Ouattara était là pendant 15 ans, là, c'est 15 ans. Imaginez, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Imaginez, à un instant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est-à-dire, pour pouvoir t'exprimer là, il faut avoir la chance de t'exprimer peut-être sur un média télé, le média presse. Imaginez, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Imaginez, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais j'ai commencé ma vidéo là, à partir d'une vidéo TikTok de mon frère Jonathan Thiam. C'est réseau social. Jonathan Thiam s'est levé. Lui, ce que Benito a dit là, il a pris une partie, il a fait, puis il a monté son truc. Il est venu dire ses idées. C'est ça. Quand il dit, les réseaux sociaux là, c'est ça. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Lui, il vient, il fait son montage, il vient, il dit ce qu'il a dit. Moi, je suis du PLCI, c'est comme ça il pense. Il fait mon montage, il dit ce qu'il a dit. Mais il a touché ses amis qui pensent comme lui. Au moment où les bases, les partis politiques ne font pas forcément des réunions là, à partir des réseaux sociaux, lui, Jonathan Thiam, militant du PDCI RDA, il vient et puis s'exprime. Et puis ça touche au moins 1000 personnes. Ça touche au moins 2000 personnes. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui ne sont pas pour. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression. Mon ami Benito là, il fait une vidéo, il n'est pas d'accord avec des amis. Il donne son point de vue, il vient, il allume sa caméra, il fait sa vidéo, pas il s'en va. Mais sa vidéo là, ça touche au moins 5000 personnes. Il y a des gens qui sont d'accord avec lui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais dans le fond, attends, mais il est où lui? Attends, oh, t'as pris ta douche toi? Déjà? Bon, tu fais quoi toi? Tu fais tes devoirs? Tu as fini tes devoirs? Bon, ok, il faut bouger là, elle va finir ses devoirs. Bouge ailleurs là. Excusez-moi. Non, c'est pas grave, j'ai parlé, c'est mes enfants. Vous avez des enfants, non? Donc voilà, ça, j'ai pas besoin de couper mon micro pour ça. C'est pas grave. Ah,
Bon, je constate qu'ici, beaucoup n'ont pas d'enfants. Quand vous allez avoir des enfants là, hein, voilà, on parle comme ça quand on est papa. Voilà. Sinon, il n'y a rien. Dire à son enfant, allez, t'as pris ta douche, c'est normal. Qu'est-ce que tu... Bref, alors, revenons sur ce qu'il y a de plus sérieux. Revenons sur ce qu'il y a de plus sérieux. J'étais en train de dire quelque chose de très important. Ok? Je dis, qu'on soit d'accord ou pas avec... Même il y a une maman, Marie-Jeanne Tagbo. Hein? Maman Marie-Jeanne Tagbo. Mais un jour, elle a vu une de mes vidéos, une ancienne vidéo. Elle a vu ça quelque part. Elle est venue, elle a pris ma vidéo. Et puis elle a mis. Et puis elle a venu, elle a dit, mon petit Santoumlan là, lui là, il s'est prend pour qui? Et puis elle m'a bien allumé. Je suis allé en bas de la vidéo. La maman est là. Et puis elle dit, maman, pardon, faut laisser tomber. Faut taper l'œil. Et puis elle a dit, ah, mon fils est venu me demander pardon. Je passe à autre chose. Mais imaginez, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Elle n'avait pas pris la capture de cette vidéo là. Ne rigolez pas. Parce que vous ne vous rendez pas compte que les Ivoiriens aujourd'hui, on se parle plus sur les réseaux. On se parle plus sur les réseaux. On débat plus. Non, c'est pas la comédie que je suis en train de faire. Hein. Je suis très sérieux. Vous peut-être ça vous fait rire. Mais vous ne vous rendez pas compte. On se parle plus sur les réseaux, quelles que soient nos oppositions, même avec les gens du RHDP. Même les gens du parti au pouvoir. Souvent quand ils cherchent les débats là, c'est sur les réseaux qu'on parle. C'est sur les réseaux qu'on parle. Il est plus aisé de voir des Ivoiriens discuter sur les réseaux que de voir des Ivoiriens dans la rue parler politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont peur. Sur le terrain là. Sur le terrain là. Les gars ont peur. Parce que tu as même pas parlé. Toi-même tu es RHDP, tu as critiqué. Quelqu'un peut aller balancer à la police, ils vont venir te prendre. Donc les réseaux sociaux sont devenus une thérapie. Et vous savez que dans tout l'excès nuit. Donc il y a des gens qui sont extrêmes, il y a des gens qui sont raisonnés. Mais dans le fond, non, le modérateur chef a dit, enlève la sourdine, c'est mon frère. Non, il a dit ça, c'est pas mal. Parce qu'effectivement, à un moment, quand je faisais mes vidéos sur Facebook, il y a une demoiselle qui avait dit comme ça que je poupounapou. Mais c'est pas grave ça. Il faut le démuter, c'est mon frère, s'il te plaît. Chef a dit, c'est mon frère. Il était en train de juste rappeler ça. Faut pas, ils n'étaient pas dans le but de m'insulter. D'accord? Voilà. Donc, c'est important. Même des gens même qui sont sur, moi-même, aujourd'hui, j'ai la grâce, je vais dire, j'ai la chance de participer à la télévision. D'accord? Merci, chef Adji. De participer à la télévision. Mais je viens partager aussi. Là, je suis où? Je suis pas à la télé. C'est sur les réseaux sociaux. Je viens puis je donne mon point de vue. Donc, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Et moi, je dis, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, un frère qui m'a dit, mais tu sais que la vraie opposition même de Côte d'Ivoire, là, c'est les réseaux. C'est-à-dire, c'est les gens sur les réseaux sociaux même qui fatiguent plus le pouvoir de Ouattara. Et c'est pour ça qu'ils mettent plus de moyens pour pouvoir traquer les gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Les réseaux sociaux, c'est une arme. C'est une arme en notre main. C'est parce qu'on n'est pas conscient de cette arme que nous avons en notre main. Mais ça nous apprend beaucoup de choses. Parce qu'à la minute, quand il y a une information, tout à l'heure je parlais du cacao, quand il y a une information nette, automatiquement, ça devient viral. Et on ouvre des panels et on fait des débats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'une part, les réseaux sociaux ont apporté un plus au niveau de la liberté d'expression et le débat entre Ivoiriens, quelles que soient nos divergences d'opinion. Maintenant, on aurait bien voulu que cette divergence d'opinion là aussi soit sur le terrain une effectivité. Pas seulement sur NCI ou Life, mais que des Ivoiriens puissent s'exprimer, dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, sans forcément se sentir en danger. Mais bon, on espère qu'un jour, cela sera une réalité. On continue avec les gens. Nous aussi, la formation, pas des cas des influenceurs, il faut aussi quand même renforcer ces capacités-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire, voilà, avant de parler même de la liberté en tant que telle. Donc on fait l'état des lieux. Est-ce que déjà il y a une sensibilisation qui a été faite, voilà, avant même de parler d'une évaluation en tant que telle. L'évaluation en 90, en 2000 n'est pas la même aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec un téléphone, on pense qu'on est libre, on peut dire ce qu'on veut. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment une sensibilisation en tant que telle, qu'il y a une formation en tant que telle? Donc il y a un travail qui doit être vraiment fait avant déjà de parler de démocratie en tant que telle, comme on le souhaiterait. Alors parlons de ce travail-là, il doit être fait au niveau de l'État ou des populations, c'est-à-dire c'est l'État qui doit permettre à ce qu'on puisse s'exprimer, ou bien ce sont les populations qui doivent ne pas s'exprimer d'une manière. Ok, je pense que d'abord c'est l'État.
la première responsabilité, c'est l'État. Nous sommes tous, savons que c'est l'État qui est le garant de tous. Donc c'est l'État qui doit quand même sensibiliser beaucoup plus la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est beaucoup visée dans cet aspect-là. Et puis vraiment, la démocratie elle-même est bien définie. Parce que la démocratie, comme je le disais, ancienne, et la démocratie aujourd'hui n'est pas la même chose. Donc il faut d'abord... Bon, laissez ça. En Côte d'Ivoire, vous savez, souvent, nous, on appelle ça souvent dans le français être pédant. Ou même si tu n'es pas pédant, tout est alambiqué. Voilà, tout est alambiqué. Nous-mêmes aussi, souvent on aime tellement parler français de Molière là. Quand on a un micro comme ça là, on veut se lâcher, on sort tout, on ne sait pas où on va. Démocratie ancienne, démocratie nouvelle. Nous, on ne connaît pas ça. Bon, on va avancer. Pour ne pas truc, je vais remettre une autre personne. Voilà, le jeune étudiant. Attends, j'ai lisé. Vous êtes étudiant? Oui, étudiant. En deuxième année. À HST. Alors, il y a une question qu'on pose tout à l'heure depuis un certain moment à beaucoup d'Ivoiriens. On aimerait savoir quel est l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Quelle est l'analyse que vous faites? Comment est-ce que vous voyez la démocratie? La démocratie qui est censée être le gouvernement du peuple, par le peuple. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le cas, selon vous? Bon, pour ma part, normalement la démocratie, comme vous l'avez dit, pour le peuple, par le peuple, bon, moi je me rends compte que tout le monde dit qu'on a une pays de démocratie, on est dans la démocratie, tout et tout, mais quand on regarde totalement, c'est pas totalement le cas en fait. C'est pas totalement le cas. Il y a d'autres, quand ils sont de... Vous avez entendu ce que l'enfant il a dit? C'est les étudiants, il est en deuxième année d'HST, je ne sais pas ce que c'est que HST, bon, je pense que c'est l'étude des grandes écoles là. L'enfant dit, on dit en Côte d'Ivoire qu'on a une démocratie. Mais quand on regarde dans le fond, là, on n'est pas une démocratie. Donc si on n'est pas une démocratie là, nous sommes HSE, je ne connais pas. Je sais HSE c'est le nom d'une marque de rhum. Voilà, de bouteille de rhum. HSE c'est une marque de rhum, de bouteille de rhum, mais je ne sais pas que... Bon, bref. Si on n'est pas une démocratie, on est quoi? Bon, on va avancer. Aisé, tout et tout, ils vont dire le pays avance, tout et tout, on est dans une démocratie, on fait telle ou telle chose. Mais quand tu poses le réel problème chez les jeunes, il y a un souci en fait. Les jeunes disent on n'arrive pas à faire tant, on n'arrive pas à s'en sortir ici, mais malgré les diplômes, malgré tant, on n'arrive pas à se trouver une brèche quelque part. Tout et tout. Même quand on va avoir quelqu'un pour parler de ci, ça, même on va avoir des agences d'emploi, c'est un peu compliqué. Donc la démocratie peut-être, on peut dire sur 100%, il y a peut-être 70% qui diront que nous sommes dans un pays où la démocratie est quand même bonne. Il y a d'autres aussi qui diront que peut-être c'est un peu de 30%. Alors il y a aussi... Il s'est trompé, hein. Il voulait dire... Non, c'est pas HEC, c'est HSE. Hygiène, sécurité, environnement, et puis c'est trompé, il a inversé les pourcentages. Voilà. Il a inversé les pourcentages. Mais bref, vous voyez ce qu'il a dit. Il dit, eux, pour les jeunes étudiants, pour aller trouver des stages, c'est compliqué et autres. Vous voyez ce que je veux dire? Que eux-mêmes, là, pour eux, l'avenir, qui doit être même en fait sereine là, elle est plutôt perturbée. Et tous ces éléments-là font partie, effectivement, ces indicateurs font partie, bien évidemment, en fait, d'accord, de la démocratie. Alors, on va encore écouter la suite. La démocratie, le cas de la liberté d'expression. Récemment, on a eu l'affaire Jean-François Kouassi, qui a été arrêté. Alors, si on vous pose la question de savoir, qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme élément? D'accord, concernant la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut savoir parler avec sagesse. Voilà, on peut... Vous entendez? Le jeune dit, il faut savoir parler avec sagesse. Regardez dans la Constitution de la Côte d'Ivoire, où il est écrit, il faut parler avec sagesse. Ça veut dire, il faut savoir maîtriser ta bouche. En Côte d'Ivoire, là, c'est pas tout à dire. Tu peux pas dire, c'est le premier pays dans le monde où la démocratie existe. On dit, qu'est-ce que tu penses de la liberté d'expression? Il dit, il faut savoir parler avec sagesse. Joe, tu es à l'église ou quoi? Faut savoir parler, ça existe dans quelle constitution? Il faut savoir parler avec sagesse. Tu sais ce que c'est que la sagesse? La sagesse, là, vous savez ce que c'est? Non, mais vous-même, regardez, il faut savoir parler. On dit la liberté d'expression, il dit qu'il faut savoir parler avec sagesse. C'est quoi, en fait, la liberté d'expression? Il faut savoir parler avec sagesse. Je sais pas. Article 1er, il faut savoir parler avec sagesse en Côte d'Ivoire. Donc, le petit, il est déjà conditionné. Il est matrixé dans la tête. Il est conditionné, il est matrixé dans la tête. Alors, on va avancer. On va écouter maintenant l'attentif. Certaines choses. L'état de la démocratie en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un peu... Ça va pas, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'exprimer librement en Côte d'Ivoire? Non, non, on peut pas. Parce que de temps, une période que quoi, on peut pas. Parce que quand tu dis même un petit truc, une vérité, on t'attrape, on t'envoie en prison. Vraiment, c'est pas... Quand tu dis une vérité, on t'attrape, on te met en prison. Donc, il faut mentir en Côte d'Ivoire.
faut dire ce qui n'en est pas. Selon la tante, hein, d'accord? Selon la tante, elle dit on ne peut pas dire... Attendez, je vais vous mettre la partie. Tu vois, vraiment, c'est un peu... Ça va pas, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'exprimer librement en Côte d'Ivoire? Non, non, on peut pas. Dans ces 2 temps, période que quoi, on peut pas. Parce que quand tu dis même un petit truc, une vérité, on t'attrape, on t'envoie en prison. Vraiment, c'est pas... On peut plus s'exprimer, c'est vraiment dommage. Je ne doute plus de ma voix. Je parle avec assurance et clarté. Parle comme... Oui, moi c'est M. Birma Abdrahim. Je suis le responsable de la gare. On aimerait savoir... Monsieur Birma Abdrahim, responsable de la gare. On lui pose des questions. C'est lui-même qui s'est présenté, hein. C'est pas... Voilà, monsieur Birma Abdrahim. Écoutez-le. Qu'est-ce que vous pensez de la démocratie en Côte d'Ivoire? Ouais, la démocratie en Côte d'Ivoire est sur un plan de développement. Parce que vu les années antérieures, c'était pas trop ça. On parlait de démocratie, mais on constatait que non, c'était pas réellement de la démocratie. Mais avec l'arrivée du président Ouattara, vraiment, on est rentré dans la phase de la démocratie et au fur et à mesure, vraiment, on constate que non, il y a du travail qui s'est fait en bas et vraiment, il y a de l'amélioration. Alors, il y a une question aussi qui concerne beaucoup d'Ivoiriens actuellement, la question de la liberté d'expression. Récemment, il y a un certain Jean-François Kwasi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été arrêté. Alors, certains Ivoiriens disent qu'il ne devait pas arrêter qu'il ne devait pas être arrêté parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui est normal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Pour vous, il fallait qu'on l'arrête ou pas? Non, bon, pour moi... En fait, la question que je pose, c'est de savoir s'il était libre de dire ce qu'il a dit ou bien c'était pas ce qu'il devait dire, c'est pas comme ça. Oui, bon, moi je pense que même si on dit on a la liberté d'expression, il faut quand même savoir faire sortir certains mots. Parce qu'il y a des mots, c'est pas parce qu'on a une liberté d'expression qu'il faut se permettre de tout dire. Parce que si chacun veut tout dire, parce qu'on a une liberté d'expression, je pense pas qu'on ira sur la vision qu'on recherche. Donc, même s'il y a la liberté d'expression, il faut quand même dire certains trucs, limiter les mots. Et là, maintenant, si, bon, peut-être que tu es un peu touché par rapport à ce qui se passe, je pense que, à mon avis, il y a plusieurs chemins à emprunter pour pouvoir faire remonter ton mécontentement. Sinon, si chacun veut dire vraiment ce qu'il a envie de dire, je ne pense pas que non, ça sera la meilleure solution. Donc pour vous, il y a la liberté d'expression, mais il y a des choses à ne pas dire, c'est ça? Oui, il y a la liberté d'expression, mais il faut contrôler aussi le langage. Donc, voilà, c'est ce qui est le plus important. Les avis sont partagés. Il y en a qui pensent que la démocratie en Côte d'Ivoire... Les avis sont partagés. Et moi, je suis d'accord si les avis sont partagés. Parce que c'est ce qui fait la démocratie, normalement. Mais si on ne pouvait pas condamner certains par rapport à leur point de vue, par rapport à leur avis, moi, je serais d'accord et on aurait débattu. Mais il y a certains avis qui sont condamnables. Et je vous invite à aller sur la vidéo de Josias Assemon pour voir les commentaires. Quand il s'agit des étudiants et des personnes, vous allez voir les commentaires. Les commentaires étaient similaires aux commentaires de Local 6225 qui disaient que je risquais de mettre la fille dans les problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bienvenue en Côte d'Ivoire où la terreur et la peur sont d'accord sur le verbe, la langue et l'expression. Celui qui veut, il peut mentir, il peut masquer. Mais moi, j'ai dit, en Côte d'Ivoire, là, il y a des discours, quand tu tiens, tu peux t'envoler comme un papillon. Mais il y a des paroles, quand tu tiens ces paroles, mon ami, il y a une chanson d'Espace 2000 qui dit « Même souris sous le connaît carrefour des chats ». Là, la situation devient compliquée. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, je vais aller sur mon dernier sujet, mesdames et messieurs. On va mettre les pieds dans le plat. Il s'agit de l'affaire Damiba. Bien évidemment, vous savez que je ne pouvais pas m'empêcher de parler de cette affaire, d'accord, de Damiba. Alors, bon, bref, on va voir ce qu'il en est, d'accord? On va voir... On va voir l'affaire de Damiba. Ok, je vais aller déjà sur un premier élément, ici que je vais vous montrer.
Lors de son interpellation, El Hadj Madissa Kandé jurait qu'il n'était pas au courant du projet du coup d'État du 3 janvier. Il affirmait qu'il avait simplement mobilisé des fonds pour soutenir Polari Sandaogo Damiba, le cerveau du POUC manqué. Eh bien, la suite des investigations prouve le contraire. Une vidéo diffusée sur l'agence de l'information de Burkina AIB montre Sieur Sakandé à bord d'un véhicule filmant le supposé domicile du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Trêve de bavardage. Allons suivre cet élément proposé par Bienvenu Tansa. Dans son aveu, il dit clairement qu'il était permanemment en contact avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, le cerveau du énième putsch manqué du 3 janvier 2026. Dernièrement, El Hadj Madissa Kandé s'était rendu en Côte d'Ivoire et est revenu avec un financement de 70 millions de francs CFA. Bon, alors, quand on entend ça, on nous dit El Hadj, d'accord, Sakandé, Madissa Kandé serait allé en Côte d'Ivoire au conditionnel. Sur les médias burkinabés, on dit qu'El Hadj Madissa Kandé est parti en Côte d'Ivoire. Il a eu à récupérer 70 millions de francs CFA. Bon, qui lui a donné les 70 millions? Est-ce un Burkinabé qui est installé en Côte d'Ivoire qui lui a donné les 70 millions, ou bien ce sont des personnes qui sont peut-être en collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire qui ont donné 70 millions. Moi, je n'accuse pas, d'accord? Je prends cela avec des pincettes. Mais... Côte d'Ivoire, c'est un et donc, on dit d'avoir mais visiblement, son rôle allait au-delà de faciliter les contacts et certaines transactions financières. Dans la capitale burkinabé, voici une balade peu ordinaire. Madissa Kandé et son acolyte, l'adjudant de police Moumouni Soré, promis au poste de DG de la Lonabé, sont en mission de reconnaissance. C'est en sa compagnie que Sieur Sakandé avait effectué le déplacement de Féké en terre ivoirienne. Vous avez entendu? On dit il s'est déplacé à Féké, dans le nord en terre ivoirienne. À Féké, dans le nord en terre ivoirienne. Et le vieux monsieur que vous voyez là, l'imam Paul Madissa Kandé là, hein? L'imam Paul Madissa Kandé là, lui son rôle était de repérer la maison où Ibrahim Traoré dormait. Est-ce que vous comprenez? La maison où Ibrahim Traoré... Je remets, hein? Parce que c'est pas moi. Mais visiblement, son rôle allait au-delà de faciliter les contacts et certaines transactions financières. Dans la capitale burkinabé, voici une balade peu ordinaire. Madissa Kandé et son acolyte, l'adjudant de police Moumouni Soré, promis au poste de DG de la Lonabé, sont en mission de reconnaissance. C'est en sa compagnie que Sieur Sakandé avait effectué le déplacement de Féké en terre ivoirienne. Alors, j'entends des gens en fait qui disent donc 70 millions peut faire un push. Non. En fait, quand vous ne comprenez pas quelque chose, il faut bien vous renseigner avant de savoir. Il y a eu plusieurs tranches de versement. 70 millions, c'est une tranche du versement pour la préparation du push du 3 janvier selon le gouvernement burkinabé. Je ne suis pas détenteur des informations, donc je reconstitue à partir de sources officielles ce qui est dit. 70 millions là, c'est une partie, d'accord, du financement du putsch. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai vu quelqu'un écrit là-bas, parce que vous mentez beaucoup dans vos panels là. Et puis moi j'ai une question. Pourquoi les gens qui soutiennent le plus souvent M. Ouattara, on a l'impression que vous avez plus de cœur pour Damiba? C'est-à-dire, on a l'impression que Damiba est votre proche, Damiba est votre parent. Quelle est la différence entre Ibrahim Traoré, je dis bien, pour vous, Ivoiriens militants du RHDP qui soutenaient Ouattara là, quelle est la différence entre Damiba et puis Ibrahim Traoré? Dites-moi, quelle est la différence entre Damiba et Ibrahim Traoré? Notez ici, les militants du RHDP. Parce que j'ai l'impression que vous êtes plus à l'écoute, c'est-à-dire que Damiba, ça vous touche, parce que j'ai vu beaucoup sur les panels et les réseaux traiter le Togo de tous les noms. Non, on ne peut pas être inconstant. Vous m'aviez dit qu'à l'époque, moi je criais sur le président Laurent Gbagbo. J'ai même traité le président Laurent Gbagbo d'arnaque. Je vous ai dit, ah mes amis, moi j'assume ce que j'ai dit, j'assume
D'accord? J'assume ce que je fais. Et j'ai dit, j'étais allé même un peu fort dans mon raisonnement. Ça fait partie de mon histoire. Et j'assume. Et j'ai donné les arguments pourquoi à cette époque, je l'ai dit. Mais vous, là, il y a un moment, vous, militants du RDR, vous avez chanté les mairies du Togo. Vous voulez que je vous rappelle? Maçon, ils ont les pires des... Lors de son interpellation. Pardonnez, hein, c'est une vidéo... Et, attendez. Parce que ne dites pas que j'ai regardé des web bizarres. Voilà. Maçon, ils ont les pires. Maçon, bon. Ils ont les pires des... Non, voilà. Donc, c'est en fait mon doigt switché sur le truc. Ne venez pas dire que voilà, voilà. Donc, j'étais en train de scroller. Lors de son Donc, j'ai entendu un mot là. Donc, je viens sur oui. Je viens sur oui. Je viens sur oui. Oh, ça a cassé la vidéo. Bref, c'est ça qu'on switch sans faire exprès. À un moment, vous avez, en fait, vous, vanté les mairies du Togo. Chantez les mairies du Togo. D'accord? Chantez les mairies du Togo. Et puis maintenant, vous êtes contre le Togo. Mais là, au moins, eux, ils ont des aveux et ils ont des images. On attend vivement le procès. Moi, j'entendais aussi un grand procès. Je vais vous montrer quelque chose, un instant. Je vais vous montrer juste quelque chose. Je vous le disais en titre. Ok, regardez ici. Vous le reconnaissez, le monsieur là? Vous le reconnaissez? C'est qui? C'est qui? Notre animateur chouchou, notre animateur préféré, notre Harry Roselma qui voit rien, notre tonton Ali Diarasouba. Mais qu'est-ce qu'Ali Diarasouba veut nous dire? Écoutons Ali Diarasouba. Lida Kwasi Moïse est à la disposition de la police ivoirienne. L'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo a été arrêté hier par la police et la gendarmerie togolaise. Il a ensuite été extradé. Il a été arrêté par qui? La gendarmerie et la police togolaise. Mais pourquoi Lida Kwasi a-t-il été arrêté? Est-ce que Lida Kwasi n'avait pas ses papiers? Est-ce que Lida Kwasi était un hors-la-loi? Écoutez bien. Dans la même soirée d'hier à Abidjan, Lida Kwasi était réfugié à Lomé au Togo depuis la fin de la crise post-électorale et il menait des activités subversives. Lida Kwasi était réfugié au Togo, donc c'est-à-dire qu'il avait un statut de réfugié. Mais on dit qu'il menait des activités subversives. Lesquelles? Écoutons. Il était réfugié à Lomé au Togo depuis la fin de la crise post-électorale et il menait des activités subversives. C'est ce que nous dit Habiba Dambélé Saoué. L'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, est arrivé par avion au GATL mercredi à 21h40. Il a été arrêté à son domicile à Lomé, où il s'était réfugié après la fin de la crise post-électorale, en sa possession des documents à caractère subversif. Monsieur Lida Kwasi Moïse, ex-ministre de la Défense, a été interpellé ce jour par les autorités togolaises. Il vient d'être extradé en Côte d'Ivoire. M. Lida Kwasi faisait l'objet d'un mandat d'amener et un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Il était au Togo et les autorités togolaises l'avaient astreint, comme la plupart des exilés, à un devoir de réserve. Est-ce que Damiba n'était pas astreint à un devoir de réserve? Est-ce que c'est d'aujourd'hui que vous avez entendu que Damiba serait cité dans une affaire de Gbagbo? Et j'ai dit Gbagbo, j'ai lu un commentaire, de putsch, pardon, de Gbagbo, dans une affaire de putsch. C'est pas la première fois. On a vu IB parler de cela, mais le Togo a été très patient. Mais là, Lida Kwasi, lui, n'a pas bénéficié même d'un procès. Damiba, il a bénéficié d'un procès. Lida Kwasi, ils l'ont attrapé. Maintenant, là, dites-moi, quelle preuve pour Lida Kwasi en dehors du témoignage où il était apeuré, il disait, je demande pardon, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quels sont les éléments, les traces bancaires et autres, qui on a vu dans le réseau de Lida Kwasi Moïse? Regardez pour Damiba, là. Vous voyez les hommes qui sont en train de faire des aveux avec des images qui ont été révélées où ils étaient, avec la traçabilité des fonds. On attend le procès. Mais pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi vous, militants, aujourd'hui vous insultez le Togo? Pourquoi, militants, vous qui aimez beaucoup Ouattara là, pourquoi vous insultez maintenant le Togo? Pourquoi? Mais le Togo vous a rendu service.
Quand on a ramené Lida Kwasi là, est-ce que vous êtes plein de la réaction du Togo? Vous étiez content, non? Quand on vous a dit que Lida Kwasi est en train de faire coup d'État là, vous avez cru, vous n'avez même pas discuté. Hein? Parce que Lida Kwasi, c'est quelqu'un qui était ministre sous Gbagbo. Et le même Lida Kwasi, en dehors de ça, aujourd'hui même là où on parle, le même Lida Kwasi est en prison encore. Le même Lida Kwasi est en prison. Dans notre chère démocratie, notre belle démocratie. Ça va nous porter matière à réfléchir. Nous les Ivoiriens, nous tous. L'affaire des Damiba. Et on va écouter. Attendez, on va écouter. Oh là là là, écoutez. Écoutez. Disons que cette façon de faire, même le statut de médiateur du Togo est en danger. Parce qu'aujourd'hui, sortons même de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo s'est positionné aujourd'hui comme médiateur dans la crise en RDC. Donc ça veut dire qu'on peut estimer que Joseph Kabila, qui est aujourd'hui menacé d'être condamné par la justice en RDC, retrouve un statut qui le met au Togo. Mais il ne va jamais accepter de venir au Togo. Ce qu'il a vu de Damiba là, il ne va jamais accepter de venir au Togo. Est-ce que Damiba a-t-il eu à vouloir tenter de déstabiliser son pays d'origine? Et celui qui parle, là, il s'agit de notre très cher candidat à Boisseau, M. Atu Banga. Est-ce que M. Damiba a-t-il été pris manu militari, comme ce fut le cas de Lida Kwasi Moïse? Il a été jugé. Ils ont même écrit que c'est à partir des éléments là qu'ils l'ont rendu à son pays. Parce qu'il n'a pas respecté son droit de réserve en tant qu'exilé et réfugié au Togo. Point. Ouais, pourquoi? Attendez. On va écouter encore. C'est qu'il a que cette façon de faire, même le... Un instant. Ok, cette façon de faire, même le statut de médiateur, cette façon de faire, même le statut de médiateur du Togo est en danger. Parce qu'aujourd'hui, sortons même de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo s'est positionné aujourd'hui comme médiateur dans la crise en RDC. Donc ça veut dire qu'on peut estimer que Joseph Kabila, qui est aujourd'hui menacé d'être condamné par la justice en RDC, retrouve un statut qui le met au Togo. Mais il ne va jamais accepter de venir au Togo. Ce qu'il a vu de Damiba là, il ne va jamais accepter de venir au Togo. Alors que le colonel Tigri, pris en flagrant délit de tentative de coup d'État, est passé par le Togo dans sa fuite. On apparaît. Je vais vous demander, je suis signalé, s'il vous plaît. Vraiment, hein? D'accord. Je suis signalé. Et quand on vous dit de vous enquérir aussi du dossier, Kevin Thiam, d'abord, quand tu dis que la personne est passible de peine de mort au Burkina Faso, ça dépend, son exil est fait sous l'égide de quel organisme? Est-ce que c'est le HCR ou c'est un exil d'accord entre l'individu et l'État? Numéro 1. Numéro 2, d'accord? Si cet élément-là est un danger, constitue un danger pour moi, et je lui dis, quand tu viens élire domicile chez moi, garde ton droit des réserves et reste tranquille, tu ne coûtes pas, je te remets à ton pays. Si je le souhaite. C'est pas parce que Mitterrand, pour les frères Césaré, quoi là, je sais plus, en Italie, vous allez prendre un cas d'école. Et puis en plus même, il y a eu un accord entre le Togo et le Burkina pour ne pas que Damiba soit passible de peine de mort. Est-ce que vous avez appris ça? Les gens ne vont même pas consulter les informations et ils viennent, ils disent tout et n'importe quoi. Il y a eu un accord. Allez lire les éléments. Il y a eu un accord. Continuons. On a parlé aux autorités béninoises. Donc le statut du Togo, c'est un statut de médiateur. Et puis pour le cas de Tigri. D'accord? Pour le cas de Tigri. Venons-en. Les gars, s'il vous plaît, j'ai été, c'est pas qui m'a signalé. Bon, les gens, je ne sais même pas ce que j'ai dit des trucs. Chacun interprète son information. Bon, bref. Pour le cas de Tigri, on nous a dit que Tigri a pu s'échapper par la suite via l'avion de Bukungu, le patron des Boumaf. Lui qui est le patron de Lise Aviation. Il a fait un démenti suite à ce que Jeune Afrique a dit. Mais on vient s'asseoir. On dit que Tigri, Pascal Tigri est passé par le Togo. Qu'est-ce qu'on en sait véritablement? Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait même pas. Mais on vient d'affirmer, on est convaincu que Pascal Tigri est passé par le Togo.
comprends pas. Pascal Tigri est passé par le Togo, on n'a pas attrapé Pascal Tigri. Mais qui sait où est Pascal? Mais vous n'avez pas d'éléments de preuve. Oh là là! Attendez pour mon micro. Un instant. Comme par hasard, quand c'est moi. Merci hein, pour votre patience, les gars. Désolé. Alors, donc, écoutons la suite. Donc, je me réjouis de ce statut de médiateur parce que heureusement qu'il y a le Togo. Parce que malgré tout, il faut qu'on continue le dialogue avec les pays de l'AES. Malgré tout, nous sommes dans le même espace qui a des défis communs, les défis de terrorisme, les défis climatiques, et tant de défis de pauvreté qui nous emmènent forcément à devoir parler avec les autorités de ces pays-là en dépit de nos désaccords. Et c'est bien que le Togo maintienne ça. Justement, au nom de ce statut de médiateur, le Togo ne doit pas ramener Damiba chez lui. Parce que c'est le ramener, c'est le livrer. On sait tous ici que Damiba, le procès n'a pas commencé, qu'il est déjà condamné. Tout le monde le sait. Puisque depuis des semaines et des mois, il a appuyé. Donc je pense que ça, on le sait. Soit on maîtrise Damiba, soit on lui permet de se retrouver ailleurs, tout en garantissant la stabilité de Damiba. Le plus important, c'est pas de livrer Damiba, le plus important, c'est de garantir la stabilité du régime d'Ibrahim Traoré. Parce que le Togo n'a pas privilégié nécessairement cette voie-là. Très bien, cher Marie. Vous voyez cette façon de faire. Donc, Atu Banga trouve que comment garantir la stabilité de l'État du Burkina si vous jugez Damiba avec des éléments de preuve, et ce n'est pas la première fois, certainement, d'accord, vous jugez, tu dis qu'il faut l'envoyer quelque part. Comment tu vas garantir la sécurité du Burkina si le Burkina, certainement, avance des éléments de preuve, d'accord, pour dire que ce monsieur est une menace? Comment tu vas garantir la sécurité? Or, quand Lida Kwasi a été envoyé là, c'était pour garantir la sécurité de qui? De la Côte d'Ivoire, non? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Vous vous plaignez, il y a un gars qui fait les vidéos là, on l'appelle Steve Biko de Mauritanie. Est-ce que lui il a fait coup d'état? Steve Biko de Mauritanie là, vous vous rappelez, il y avait un monsieur là, Steve Biko de Mauritanie qui crie là, beaucoup là, qui parlait là. On a pris avion pour aller le chercher. Est-ce que lui, le Steve Biko de Mauritanie là, il était une menace pour la Côte d'Ivoire? Mais ils ont pris un fait. Il était là-bas en tant que réfugié. Il avait un statut de réfugié, hein? Il avait un statut de réfugié, si je ne m'abuse. Dites-moi, mais je pense qu'il avait un statut de réfugié parce qu'il était sorti. Il avait un statut de réfugié. On a pris avion. Ça là, ça vous a pas choqué? Ça vous a pas choqué? C'est pour Damiba là qui vous choque. Il y a un journaliste béninois d'origine qui était au Togo, en exil, qui a été invité à un événement en Côte d'Ivoire. Les gars l'ont rapatrié. Il avait un statut de réfugié. Hein. Ils l'ont rapatrié directement au Bénin. Ça ne vous a pas choqué. C'est pour Damiba là. Damiba, où il y a preuve. Damiba, dont les gars parlent de ça depuis longtemps là. Aujourd'hui, vous êtes devenus les pourfondeurs de Damiba. On va aller encore loin. Regardez, il y a un autre monsieur. Lui-même, je crois que je suis sur sa page là parce que Daouda va là-bas. Chef Oumar Doumbia, c'est un Malien. Il était dans l'émission aussi. Lui aussi, il a parlé pour Damiba là. J'ai écouté, c'était un grand classique. Chef Oumar Doumbia, c'est Chef Oumar Doumbia. Voilà. Chef Oumar Doumbia. Il a parlé hier dans le truc là de Chef Oumar Doumbia. Il a parlé pour Damiba là. Il aime les rhétoriques là. Je suis son TikTok même. Attends, Cheikh Oumar Doumbia. Cheikh Oumar Doumbia. Il a parlé, je sais plus. Cheikh Oumar Doumbia. Il a parlé, lui aussi il a dit un truc, il a sorti une rhétorique là. Doumbia. Oh.
faut que je trouve... Cheikh Oumar Doumbia. Je vais truc un instant, s'il vous plaît. C'est le seul gars sur lequel je vais truc et puis ensuite... Voilà, je crois que c'est lui. Ah, c'est pas sa page. Voilà. Oh, attendez. Voilà. Concernant l'extradition de l'ex-chef de la junte burkinabé, Henri Sandaogo Damiba. Cheikh Oumar Doumbia, c'est à vous. Oui, en fait, quand notre cher ami nous dit d'éviter des procès d'intention, moi je suis entièrement d'accord. Très d'accord. Et je vais lui demander la même chose. Si nous devons éviter des procès d'intention, il faut que lui aussi il évite de dire que Damiba aura certainement, en fait il a répété le mot certainement 3 fois. Donc lui aussi il ne peut pas se permettre d'être sûr à 100% que Damiba aura droit à un procès équitable. Et c'est ça le but de l'analyse, c'est de regarder des faits et en fonction de ces faits, de regarder et de chercher ce qu'il y a de plus plausible en maintenant quand même ce cadre de réserve. Donc cette réserve, moi je l'ai. Ma réserve part d'où? Et je vais m'expliquer. Quelqu'un qui d'abord a violé la loi fondamentale de son pays. Vous voulez que je lui fasse confiance? C'est comme... Ça, c'est intéressant. Donc, lui, parce que, écoutez bien, parce que Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. D'accord? Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. Donc, parce qu'Ibrahim a fait un coup d'État, donc la justice, il ne peut pas avoir confiance en celle-là. Ok. Est-ce qu'il viole la Constitution là? Tu fais confiance en la justice ou pas? C'est intéressant. Monsieur Cheikh Oumar Doumbia, je veux savoir. Parce qu'il y a des présidents africains qui violent, d'accord? Ils violent la Constitution. Est-ce que quand ils violent la Constitution, là, tu as confiance en la justice? Non, c'est ça en fait. Comme tu dis, l'autre, il a violé la loi fondamentale, c'est-à-dire qu'il a fait un coup d'État. D'accord? Et donc, tu ne peux pas avoir confiance en cette justice. Est-ce les politiciens qui violent la Constitution, qui font des modifications, qui font de l'esthétisme constitutionnel là, hein? Tu as confiance en eux, en leur justice? C'est comme me dire quand quelqu'un rentre chez moi qu'on tire sur mon père et qu'on prenne la place du chef de famille et vous voulez que je fasse confiance à la justice qui est... C'est comme ça aussi les gens aussi, d'accord, qui portent costume, violent nos constitutions, d'accord? Est-ce que tu as confiance en cette justice? D'ailleurs, ça c'est le 2 poids 2 mesures. Et puis je ne prends pas seulement le cas de la Côte d'Ivoire. Je prends aussi le cas même de plein de pays. Je peux citer, ils sont nombreux ces pays où des hommes en costume font des modifications constitutionnelles, ils modifient, ils violent, ils trichent. Ils sont partout. Est-ce que la justice ne fonctionne pas chez eux? Hein? On y va. Assujetti à cette personne. Ça pose quand même... ça exige que j'ai des réserves. Parce que la personne même qui est supposée être le garant des institutions n'a pas à respecter ces institutions en venant s'installer à la tête de ces institutions. Premier élément de réserve. Second élément de réserve, le garant des institutions est à la tête des institutions depuis un certain temps. Nous avons pu observer plusieurs choses se faire. Alors, ce que nous avons pu observer se faire, c'est, par exemple, il y a un cas qui est assez intéressant au Burkina, c'est le cas de la jeune dame guérisseuse, Adja, qui a été prise par un magistrat, et au final, c'est des soldats qui ont débarqué au palais de justice pour mettre le magistrat à mal et ramener Adja. Il y a encore, je vous rappelle, il y a une multitude de magistrats burkinabés un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest qui sont... Ok. Je suis allé faire des recherches en ce qui concerne son information. Quand j'ai entendu une multitude de magistrats burkinabés, M. Cheikh Oumar Doumbia, je vais aller... Le cas de Adja, il y a plein de cas comme ça en Côte d'Ivoire aussi, où c'est arrivé, où il y a eu des coups d'éclat. Pas dans un tribunal, mais par le comportement de beaucoup de personnes qui semblent proches du pouvoir. D'accord? Bref, je suis allé, je vais te demander, est-ce qu'il y a combien de magistrats burkinabés en exil? Je vais vous lire cet élément. Il n'existe pas de... Lui, il dit multitude, hein, je vais vous remettre. Il dit multitude, il a dit multitude.
J'ai dit combien de magistrats burkinabés sont en exil. Je suis allé sur Internet, je suis allé sur ChatGPT, partout. Je vais vous donner les sources si vous voulez. Il n'existe pas de chiffres officiels, publics et consolidés indiquant combien de magistrats burkinabés sont en exil à ce jour. En revanche, les sources fiables disponibles parlent surtout de magistrats arrêtés, enlevés, détenus ou réquisitionnés, conscrits de force, ceux qu'on envoie sur le front. Au moins 7 magistrats, multitude et 7, c'est la même chose. Multitude et 7, c'est la même chose. Non, je vous pose une question. Est-ce que multitude là et 7, et quand on dit ils ont été notifiés pour conscription, c'est pour aller sur le front parce que ils ont eu à tenir des propos vers les militaires qui étaient sur le front, vers la manière dont la guerre était gérée, d'accord? Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas appris qu'une seule personne conscrite est décédée au Burkina. Jusqu'à de sources officielles pour l'instant, moi je ne suis pas au courant. Et si une famille a son parent qui était conscrit, envoyez-moi les éléments de preuve et puis on va aller, d'accord? 6 magistrats étaient signalés comme retenus hors cadre légal à la même période selon RFI, Radio France Internationale. Où je vous ai parlé des 7 magistrats conscrits, c'est Human Rights Watch qui a indiqué cette information. D'accord? TV5 Monde dit en octobre 2025, TV5 Monde, Le Monde et Jeune Afrique disent que 3 magistrats, d'accord, ont fait l'objet de disparition au Burkina. TV5 Monde et Le Monde Jeune Afrique et Le Monde et Jeune Afrique. Donc, en gros, 7 magistrats conscrits. Les autres éléments, il n'y a pas d'éléments de preuve. Vous pouvez aller faire vos recherches. Mais quand il dit multitude et 7 là, c'est la même chose. C'est-à-dire 7 qu'on a envoyé sur le front. Multitude là, c'est la même chose? Non, je veux savoir. Est-ce que multitude, c'est la même chose? Bon, bref, on y va. On continue. Qui sont exilés parce que les décisions de justice qu'ils ont rendues n'ont pas été acceptées par le pouvoir en place. Donc, ça me pose la seconde réserve principale. Qu'est-ce que c'est? C'est de dire que le pouvoir exécutif au Burkina a une tendance à s'immiscer dans les questions de justice et à y faire régner sa voix en lieu et place de la justice. Troisième point de réserve. Damiba, et je pense qu'Arthur l'a touché, n'est pas blanc. Moi, d'ailleurs, croyez-moi, hein, moi j'aime bien quand quelqu'un qui a perpétré un coup d'État se fait prendre. Parce que moi j'aime bien, non, je vais lui faire comprendre, j'aime bien que la justice parle. Mais je ne suis pas de ceux qui acceptent la justice des injustes non plus. Et la justice des injustes, c'est bien évidemment dans ce cas. Damiba a pris le pouvoir par les armes, il a incité au crime. Quand vous rassemblez des soldats et que vous dites, bon, nous allons attaquer la première institution du pays, nous allons prendre d'ailleurs celui qui incarne cette institution et nous allons occuper toutes les autres institutions du pays parce que nous valons mieux que les autres sans suivre la règle. Est-ce que vous n'incitez pas au crime? Bien évidemment que vous incitez au crime. Est-ce que vous n'utilisez pas les moyens de l'État à des fins criminelles? Bien évidemment que vous le faites. Donc celui qui a fait la même chose que Damiba, peut-il à un moment donné prétendre pouvoir être juge dans le cas de Damiba? Moi j'en doute. C'est pourquoi l'on dit que le rôle du Togo est extrêmement important. Parce que le Togo est dans ce cas de figure celui qui a dit à Damiba, écoute, ne prends pas ça personnellement. Nous allons te mettre dans des conditions qui sont humaine et laisse tout ceci se faire pour le bien-être du Burkina Faso. Alors, si Damiba a été envoyé au Togo pour le bien-être du Burkina Faso, et c'est là où votre certainement me dérange, parce que vous dites que Damiba a certainement failli à rester. Il y a la pub. On va écouter la suite de son raisonnement. Désolé. Hein. Lui a posé. Et je suis convaincu, et comme votre propre expression, de notre position. Votre propre expression, de notre position. De votre position. Est-ce que vous pouvez affirmer ici aujourd'hui que vous avez les preuves palpables et irréfutables que Damiba a fait quoi que ce soit de la sorte? Et je suis exactement. Et on est là pour analyser les faits. On n'est pas juge, personne n'est juge ou acteur de l'appareil judiciaire dans le pays. C'est cette conclusion, et c'est cette conclusion que je voulais dire pas. Parce que cette conclusion qui dit que vous n'êtes pas juge et que je ne suis pas juge, elle est très correcte. Mais le souci maintenant, c'est que nous sommes ici pour poser des analyses et que chacun pose des analyses. C'est ce que nous faisons. Et maintenant, dire
quelque chose que vous avez dit. Terminez, oui, dernier point. Quand vous dites que dans ces pays, il existe une justice qui fonctionne, bien sûr. Je vous l'accorde, c'est vous qui le dites. Mais vous savez pourquoi moi je doute? Vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer très simplement. Dites-nous rapidement. Alors, allez très rapidement. Pourquoi je doute de cette justice? Parce que celui-même qui serait dans le rôle de magistrat suprême, de chef de la magistrature, est lui-même, selon les textes de ces mêmes pays, un criminel. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis de côté. Voilà. C'est cela que j'appelle... Ouais. Non, mais c'est son analyse. Bon, très rapidement, allez-y. Oui. Bon, donc ça veut dire, voilà, Cheikh Oumar Doumbia, elle dit qu'Assimi Goïta est un criminel. Comment il s'appelle Ibrahim Traoré est un criminel. D'accord? Et Tchani est un criminel. Ce sont ses propos, ça n'engage que lui. D'accord? Et même l'autre là, il était... Traoré, oui, criminel. Et celui-là, Doumbouya, il n'est plus un criminel parce qu'il a remporté les élections. D'accord? Bon, si on veut notifier le nombre de crimes qui se font sous des régimes militaires ou civils, sur certains civils, on peut dénombrer des nombres extraordinaires. Mais on n'est pas là pour faire le décompte macabre, d'accord, des cadavres. Donc pour lui, des criminels ne peuvent pas, sous des criminels, il ne peut pas avoir de justice. C'est son point de vue de Cheikh Oumar Doumbia. Mais bon, je suis quand même surpris qu'on tolère ce genre de choses. Et si c'était d'autres personnes, on allait dire, ça ne passerait pas. Donc pour moi, pour revenir à cette affaire de Damiba, j'ai moi la conviction personnelle que si des gens s'agitent tout autour, c'est parce que certainement, il y a des informations qui vont fuiter et ces informations-là risquent de déstabiliser beaucoup de choses. Que l'on veuille ou pas, on se rappelle très bien que M. Damiba était quelqu'un qui était en odeur de sainteté avec Abidjan. Et comme Cheikh Oumar Doumbia dit que Damiba est un criminel aussi comme Ibrahim Traoré, mais il était apprécié par Abidjan. D'accord? Donc, à Abidjan, on apprécie souvent certaines catégories de criminels. D'accord? Et il venait prendre conseil à Abidjan. Et c'était lui-même, d'accord? Ah, le père de Doumbia, même un coup d'état. C'est vrai, sérieux? Alors, je n'étais pas au courant. Alors, donc, je suis en train de dire tout simplement que Damiba était celui-là qui voulait faire venir même Blaise Compaoré. Il a fait venir même Blaise Compaoré pour essayer Ah bon, avec Toumani Touré. Ah, d'accord, ok, bon, peut-être eux, c'est pas des criminels, parce que Toumani Touré, son coup d'état était peut-être sexy, c'était peut-être sexy. Bon, bref, en fait, pour revenir sur ce que je suis en train de dire, Damiba est en odeur de sainteté. Et plusieurs fois, on a parlé d'accointance et de réseau, donc on attend vivement qu'il puisse avoir un procès grandeur nature avec la révélation, et on pourra comprendre beaucoup de choses, Donc, attendons de voir, d'accord, ce qu'il en sera, attendons de voir ce qui se passera, et puis on pourra, bien évidemment, par la suite, échanger et tout. Bon, alors, John Doe, écoute, Mambé est Premier ministre, ce n'est pas un scoop. Moi-même, j'ai eu à faire une émission tout à l'heure. Le soir, tu vas voir, j'ai effectivement évoqué le cas de Mambé, parce qu'on ne veut pas, dans la précipitation, moi j'avais déjà dit, c'était Téné Birahima Ouattara, donc dans la précipitation, on ne veut pas forcément faire une rupture soudaine, donc on va aller tout s'acheminer tout doucement dans un remplacement en douceur. Et j'ai parlé de la solidité de Mambé, le profil de Mambé. Mambé est un profil que Alassane Ouattara aime, technocrate, assez souple, comme Daniel Kablan Duncan, technocrate assez souple, maniable, qui ne conteste pas, qui n'a pas une forte personnalité pour gêner, d'accord, celui qui tient la tête de l'exécutif. Et donc Mambé, c'est le technocrate aussi souple avec ses références maçonniques. J'ai parlé aussi de la solidité de ses réseaux francs-maçons, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Africa Intelligence qui a fait paraître cela en 2013. Donc vous pouvez aller voir, voilà, où on parlait de son... aussi de son lien avec les francs-maçons. Donc tout ça, ça joue pour lui parce que les francs-maçons sont des hommes de discrétion, sont des hommes de mission. Donc au-delà de son côté de révérend, on sait que voilà, il a des postures et même cette prise de parole, elles sont souvent codées de façon maçonnique. Donc pour moi, il n'y a pas de scoop et on va maintenant par la suite attendre et voir ce qu'il en est pour l'ossature même gouvernementale, c'est ce qu'on attend. Mesdames et messieurs, en tout cas, je tenais à vous dire merci. Merci et merci à toutes ces personnes-là qui ont assisté à cet élément-là. On a fait peut-être plus de 3 heures, je ne sais plus, peut-être même presque 4 heures. J'ai été ravi de tenir la chandelle pendant 4 heures, parler seul pendant 4 heures. C'est pas chose évidente, c'est un travail assez périlleux. C'était un exercice dont je n'ai plus la maîtrise comme à l'époque sur Facebook. Je peux parler maintenant pendant 2 heures et j'ai mal à la bouche. Et je peux vous dire, comme on dit, j'ai mal aux zygomars,
au mâchoires, donc au paquet, voilà, comme on le dit à Abidjan, mais j'ai été très ravi d'avoir échangé avec vous. J'espère que vous avez aimé et adoré les différents passages qu'on a eu abordés. Et puis, on a terminé assez rapidement en géopolitique avec le cas burkinabé. Nous y reviendrons certainement avec plus de rebondissements et plus de choses à dire. Donc, je vais vous dire merci. Et je vais vous dire également, je vais vous souhaiter également une excellente fin de semaine. Et puis, sur un autre panel, si j'ai le temps, c'est avec grand plaisir, on viendra décortiquer l'actualité. Donc, force à vous. Je salue également tous mes jeunes frères. En l'occurrence, Jonathan Thiam, dont sa vidéo a servi d'illustration, et également mon frère Benito. Et puis, bon, voilà, écoutez, on se dit à une prochaine. J'ai été très, très ravi. Bon, je vais prendre une ou deux personnes assez rapidement qui vont donner leur point de vue. Et puis ensuite, j'irai terminer le devoir de... mon fils, il a une évaluation. Donc, je vais aller faire ses devoirs avec lui rapidement. Voilà, voilà. Alors, une ou deux personnes assez rapidement, s'il vous plaît. Une ou deux personnes qui souhaitent, voilà, assez rapidement. Hein, on prend 3 minutes, on parle pas trop. 3 minutes, s'il vous plaît. Alors, le bien, comment vas-tu? Oui, Moussa, bonjour. Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, ravi de t'entendre. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites partager avec nous? Oui, rapidement. Moi, je souhaiterais dire tout simplement que, déjà, sur l'élément que c'est Josias ou Josias, oui, Josias, c'est bon. L'élément qu'il a fait, c'est un super élément. Moi, et comme on le dit tout le temps, en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont goitre. Voilà, ça est dans la gorge, mais on peut plus parler. Voilà, donc les Ivoiriens, ils sont conscients de la situation. Ils le savent. Ils savent que c'est une situation qui est exceptionnelle, qui est difficile à vivre. Et puis, ils savent qu'il n'y a pas de démocratie. C'est que du leurre. C'est une vraie dictature qui est mise en place pour faire taire toutes les voix dissidentes et puis imposer au peuple avec de la brutalité en plus. Voilà. Et puis, concernant le Burkina, voilà, moi, comme tu l'as dit, moi, j'arrive pas à comprendre comment aimer et quelqu'un. Vous dites que vous n'aimez pas Ibrahim Traoré parce que il a fait un coup d'État, c'est un criminel. Et puis, vous aimez Damiba, qui a fait aussi un coup d'État, qui est aussi un criminel. Donc, je sais pas, en fait. Donc, du coup, vous jouez maintenant le rôle de la France, en fait. Genre, il y a des bons coups d'étatistes et puis il y a des mauvais coups d'étatistes. Tant que ça va dans votre intérêt personnel. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage par l'amour de ceux qui aiment Ouattara, en fait. C'est-à-dire, par l'amour d'une personne, tout un pays est pris en otage et c'est déplorable. Je veux dire, c'est dur à vivre et puis c'est incompréhensible, mais bon, c'est la réalité du moment. On va continuer de prier parce que c'est tout ce qu'il nous reste à faire afin que le soleil puisse se lever un jour et que les gens ils comprennent réellement le sens du combat, que voilà, et tout le combat que les gens ils mènent, et puis voilà, que ça va aboutir à quelque chose de plus concret, de plus intelligent, et puis quelque chose qui soit assez, voilà, assez compréhensible pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc, ok, alors, merci le bien en tout cas. On va aller rapidement, panel, rapidement, monsieur Panel, ou madame Panel. Allez, rapidement, votre micro. Monsieur Panel, bonsoir, Zan. Oui, bonsoir. Si vous m'avez reconnu, on s'est écrit récemment. Exactement, je m'en souviens, oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé votre live d'aujourd'hui parce que, vous savez, comment dire, les démocrates maliens sont tellement incohérents à l'égard de ce que je considère être des putschs constitutionnels ou électoraux, ou des candidatures inconstitutionnelles. Et ils sont tellement complaisants avec ça, c'est affligeant. Et donc, quand on est contre des putschs militaires, c'est noble de l'être. Moi, je le suis et je l'assume entièrement. Les putschs militaires, je suis entièrement contre par principe. Mais de la même manière, je suis contre les putschs constitutionnels. Moi, j'ai vu au RHDP un grand parti. Mais j'aurais peut-être même milité pour le RHDP cette année, pour le candidat de RHDP, si ça n'avait pas été Alassane. Ça m'a écœuré. Et ça montre que ce parti n'est pas vraiment
vous verrez comment ce parti va tomber, malheureusement, à la fin de ces messieurs. Et ces messieurs, comment dire, c'est bien dommage parce que ça déshonore son parcours de se porter candidat de manière inconstitutionnelle à 2 reprises et d'installer un régime absolument